Ils sont originaux, surprenants, émouvants, sincères. Pas toujours parfaits, ils ont ce truc qui fait qu'on les aime. Ils ont besoin d'être lus pour écrire. Vous êtes leur lecteur. Ils sont les auteurs auto-édités. Et vous écoutez Le Tremplin des auteurs, une émission conçue et présentée par Vera Sayad. Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur de m'entretenir avec cet auteur aux multiples visages, pseudonymes, blogs et talents, qui n'est peut-être pas encore bien connu du grand public, mais dont le nom fera frémir d'excitation le petit monde de l'auto-édition. J'ai nommé Aloysius Chaboseau. Et je sens comme une vague d'envie à mon égard enflée dans le réseau internet. Mais comment ? Vera Sayad connaît donc le vrai visage d'Aloysius Chaboseau ? Eh bien non, l'interview se fait par téléphone. Et je ne suis pas plus avancée que vous sur ce point, chers auditeurs et amis des bons mots qui font mouche, domaine d'excellence de notre facétieuse invitée. En revanche, je suis assez fière qu'il ait accepté de répondre à mes questions et surtout de se montrer à nous sous un jour qui vous surprendra sans doute et vous le fera encore plus l'apprécier. Et pour ceux qui ne voient pas du tout de qui je parle, car il y en a encore paraît-il, eh bien je vous promets que ce soir il y aura de l'humour et que vous seront entr'ouvertes, seulement entr'ouvertes, les portes de l'univers d'un fantaisiste prolifique dont le regard impitoyable mais juste sur les petits travers des humains et de notre société révèle en réalité une grande curiosité et une réelle attention aux autres. Enfin bref, peut-être bien d'un idéaliste. Mais avant toute chose, comme il se doit, faisons connaissance avec sa plume par ce texte intitulé « Sur les amoureux ». Les amoureux dans la rue sont seuls au monde. Ils s'embrassent avec fougue, les yeux clos, en ignorant la vie qui grouille autour d'eux. Les observer, même du coin de l'œil, est un spectacle qui n'a rien de très engageant. Sans compter que parfois, cette irrépressible envie d'échanger leur salive leur vient d'un coup. Alors ils s'arrêtent tout net, et on manque de trébucher sur eux. De temps à autre, ils s'échangent de petits mots, très courts, que personne n'entend, pas bien dur à deviner ce qu'ils se racontent. Puis ils referment les yeux et recommencent, comme si le trottoir était un gigantesque lit construit dans le seul but de célébrer la magnificence de leur amour. Comparés à ceux que l'on trouve sur les écrans de cinéma, les amoureux des rues sont rarement beaux, le plus souvent quelconques. Lorsqu'ils sont un peu gras, leur baiser provoque l'apparition de bourrelets de chair sous le menton, que bien heureusement, seul un regard extérieur à la scène serait en mesure d'apprécier. Les choses sont parfois bien faites. J'observais un couple aujourd'hui. Le garçon était de dos, et derrière son épaule j'apercevais la fille, les paupières scellées par l'extase, tandis que ses mains pétrissaient la nuque de son amoureux, et que son visage tournait imperceptiblement de droite et de gauche, sans doute pour décupler les sensations du baiser. Lorsqu'elle s'est décollée, son menton était tout rouge, irrité par la barbe naissante du garçon. Cela devait être douloureux. Pourtant, ils reprirent leur marche en se tenant par la main et en riant. L'amour est un anesthésiant local. Aloysius Chaboseau, bonjour. Alors, on vous connaît sous les traits d'un sympathique individu doté de lunettes rondes et d'une barbe mirifique. Et tout de suite, j'ai une question qui me brûle les lèvres et on s'en débarrasse. Aloysius, s'il vous plaît, dites-nous, cette barbe, est-elle une vraie barbe ? C'est une bonne question, oui. Non, je crois que c'est une vraie, hein. Tout moins sur la photo, c'est une vraie, oui. Mais sur la photo, oui, elle appartient au visage composite qui a servi à faire la photo. Eh ben voyons, si je m'attendais à une autre réponse, c'est que je croyais encore au Père Noël, n'est-ce pas ? Bon, Aloysius, vous cultivez l'art du pseudonyme, de la dissimulation physique et du canular, ce qui fait de vous un personnage mystérieux, car personne ne sait qui vous êtes dans la vie. Est-ce par amusement ou y a-t-il aussi un souci de protection derrière ? Bah, c'est instinctif déjà, c'est quelque chose qui me vient absolument pas à l'idée, quoi, déjà d'utiliser mon vrai nom, d'utiliser mon image, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça plus amusant de créer un personnage et puis de jouer avec plutôt que de me mettre en avant comme ça. Oui, c'est beaucoup plus amusant en fait. C'est
C'est pour ça. Puis je peux en créer d'autres comme ça en fonction des domaines ou de l'envie du moment, quoi. Puis les continuer ou les abandonner. Puis j'ai pas envie qu'on vienne me voir dans le cadre de mon travail ou je sais pas quoi. Enfin, une sorte de mise en avant qui n'est pas toujours très bien perçue, quoi, en fait. Donc voilà, c'est complètement scindé, ça n'a strictement rien à voir. Personne ne peut me retrouver, ne peut faire de rapprochement, et donc c'est très bien comme ça. Bon, et bien maintenant que voilà traité une bonne fois pour toutes, si je puis dire, la question de votre image, parlons un petit peu de vos œuvres. Alors, le texte que j'ai lu tout à l'heure est tiré de L'aquabonisme ou la petite dépression larvaire comme hygiène de vie, et déjà rien que le titre est un roman, mais il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une succession de textes qui ont été écrits sur plusieurs années. Alors, racontez-nous la genèse de ce recueil. L'aquabonie, j'ai commencé justement sur blog. Même pas sur blog d'ailleurs, c'était même en 2000. J'avais fait un site, à l'époque il n'y avait pas de blog, ça n'existait pas, donc il fallait mettre les mains dans le cambouis et puis essayer de monter un site en essayant que ça ressemble à quelque chose. Et voilà, j'avais commencé à mettre les textes là-dessus, et puis la technique évoluant, j'ai continué sur un blog, et bon, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'arrêter. Mais c'est vrai que je l'ai refait, réécrit très 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 longtemps, presque 10 ans en fait, et puis j'ai fini par le publier, quoi. Donc moi j'en suis assez content de celui-là, mais c'est pas celui qui marche le plus, carrément celui qui marche le moins, quoi. Parce que c'est pas, on est vite étiqueté, quoi. Moi je suis plutôt étiqueté humour. Donc, bon, il y a des choses qui sont un peu drôles dedans, mais enfin, tout n'est pas spécialement drôle. C'est un peu plus, entre guillemets, profond, on veut dire. Donc, c'est pas le même lectorat, quoi, c'est sûr. Mhm. Ce livre est donc un florilège des pensées d'un aquaboniste. Alors, qu'est-ce qu'un aquaboniste? Selon vous, il a toujours existé. Je vous cite, nous l'avons dit, l'aquabonisme a toujours existé. L'homme des cavernes qui reste assis et dessine d'un air absent des motifs abscons sur le sol, tandis que ses camarades sont partis cueillir des baies, est un aquaboniste en puissance. Et si on prend la définition qu'en fait Jane Birkin dans la chanson éponyme écrite par Serge Gainsbourg et qui vous a inspiré ses pensées, l'aquaboniste se fout de tout et persiste à dire « je veux bien, mais au fond, à quoi bon ?» Vous vous faites donc le porte-parole d'un personnage lucide et faussement naïf, dont vous faites ressortir à plaisir le côté désabusé des festistes velléitaires, un peu lâche, mais qui est de bonne volonté malgré tout. Oui, c'est ça, bonne volonté. Ça rate souvent. Il aimerait bien s'insérer dans un fonctionnement normal, un peu comme tout le monde, et puis il fait tout un tas de tentatives plus ou moins désespérées, et puis qui se soldent souvent par un échec, quoi. Mais c'est le côté drôle de la chose. Et à tout hasard, est-ce que ce personnage est votre alter ego? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu dans cette démarche-là. Bon, j'y suis toujours, en fait, mais avec un côté à se dire que il faut pas non plus donner à 100% dedans. Enfin, faut justement pas en faire une philosophie de vie, parce que sinon, on est vite anéanti. Mais bon, l'idée m'amusait. Et puis c'est vrai qu'il y avait la chanson de Jane Birkin, qui s'appelle L'Aquaboniste. Donc, bon, les paroles étaient assez représentatives. Et puis bon, je me suis un peu inspiré de ça. Ça correspondait à mon état d'esprit. C'est une façon de voir les choses en se disant que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça servira pas à grand chose. C'est des chroniques en fait, ça se suit sans vraiment se suivre. Il y a un contexte mais qui est un peu toujours le même malgré tout. Ça forme une globalité. Mais bon, c'est vrai que c'est pas d'une gaieté exceptionnelle, quoi. Je reconnais. Chacun peut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Attendez, la façon dont vous me parlez de ce livre, vous allez presque me faire mentir lorsque je vous présente comme quelqu'un de très drôle. Mais pourtant, dans l'aquabonisme, il y a vraiment de quoi sourire. Toutes les histoires contiennent tout de même leur part d'ironie. Comme si, lorsque vous voulez aborder les choses sérieuses, en fait, cela ne peut pas se faire sans dérision, c'est ça? De toute façon, moi j'ai du mal à écrire vraiment des trucs sérieux. J'ai une vision toujours un peu ironique des choses. S'il n'y a pas d'ironie, c'est pas. Enfin, moi j'arrive pas. J'ai essayé d'écrire des choses sérieuses, entre guillemets, vraiment premier degré. Il y a toujours un moment où ça flanche, quoi, où ça part dans ce qui m'intéresse le plus, quoi. Donc, À travers ces textes, vous évoquez divers aspects de la vie quotidienne ou des thèmes plus existentiels, comme le travail, les vacances, le ménage, mais aussi l'amour ou la mort. Et quel est le fil conducteur qui sous-tend toutes ces observations?
C'est c'est le désir d'insertion, d'un autre côté la solitude parce que voilà, des difficultés à s'insérer dans un fonctionnement normal, on va dire. Ouais, c'est ça. Puis l'analyse des habitudes sociétales, on va dire, pour pas sortir un grand mot. Voilà, c'est le truc qui m'a motivé. Alors, avant de lire un autre extrait de l'aquabonisme, j'aimerais passer un morceau extrait d'un album que vous avez vous-même composé, sous un autre pseudonyme, le collectif unifié de la Crécelle, et on comprend qu'il soit unifié puisque vous êtes tout seul. Il s'agit de morceaux sans prétention, avec des moyens techniques limités, et il faudra que nos auditeurs nous pardonnent la qualité du son. Et nous allons écouter La jeune fille en verre, qui est une petite ballade tendre et nostalgique de la catégorie de celles qui, une fois vissées dans le crâne, ne s'en délogent pas comme ça. Et voilà qui est fort sympathique et qui fait du bien aux oreilles dans ce monde de brut. Une petite ritournelle sans parole, juste à fredonner. La 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 la. À propos de parole, je vais lire maintenant un texte intitulé justement Sur la parole. Chaque individu est doté d'une molette de réglage, lui permettant de filtrer les pensées qu'il conçoit selon leur niveau d'intérêt. Seules celles jugées assez pertinentes franchiront le barrage sous forme de mots articulés. On pourrait presque dire, pour une fois, que la nature est bien faite, si le dit filtre n'était pas soumis à d'importantes et inexplicables variations selon l'individu observé. Ainsi il arrive, sans que l'on sache pourquoi, que la molette soit réglée trop haut. Dans ce cas, le sujet ne laisse rien entrevoir de ce qu'il pense et garde tout pour lui, bien enfermé en son fort intérieur. Durant des années, il ressasse, tourne en rond, broie du noir, et finit un beau jour par se supprimer. A contrario, si la molette est réglée trop bas, nous assistons à l'attristant spectacle d'une logorrhée verbale inépuisable et submergente, le plus souvent marquée d'un fort parfum de narcissisme décomplexé. L'individu déverse sans aucun discernement un discours vidé de toute substance, entraîné vers l'infini par la seule force de son propre néant. Il parle encore, et finit parfois tragiquement, le cou enserré entre les mains vengeresses d'un proche excédé. La question est de savoir qui règle la molette. Quand on lit les commentaires qui sont faits sur vos livres, les gens vous comparent souvent à Pierre Desproges. Cette référence vous satisfait-elle ou avez-vous reçu d'autres influences ? Ouais, non, enfin, moi j'aime beaucoup Pierre Desproges, mais je me sens pas tellement dans ce style-là. C'est un écrivain qui travaillait énormément ses phrases, qui même devait se faire censurer par, je sais plus si c'est son producteur ou quoi, qui lui disait il faut que tu allèges parce qu'il y a trop d'adverbes, il y a trop d'adjectifs, etc. Bon, il y a
un peu ce côté accumulation de phrases longues, un petit peu pompeuses, ça peut arriver. Mais sinon, je suis pas trop dans cet univers-là. Moi, je suis, enfin, tout au moins pour l'aquaboniste, j'ai été vraiment influencé par Emmanuel Bove. Il a écrit un livre qui s'appelle Mes amis en 1929, je crois, un truc comme ça, peut-être même avant, et qui met en scène un aquaboniste en fait complètement, un type qui est paumé. Bon, je dis pas que j'ai fait du plagiat, c'est pas du tout ça, mais c'est voilà, c'est un bouquin qui m'a influencé, quoi, qui est assez frappant, mais qui est complètement méconnu du grand public, ça c'est sûr. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui, même s'il a été écrit il y a quand même un petit bout de temps, qui reste complètement d'actualité par rapport à cette personne qui est perdue dans la société, quoi. Mais en plus, on n'a pas envie du tout de la plaindre, parce qu'elle est assez mesquine en même temps, donc c'est assez bien vu. Donc voilà, moi c'est plus... c'est pas du tout un comique, Emmanuel Bove, cela dit, mais voilà, ça m'a influencé, et puis l'autre qui m'a vraiment influencé en tant qu'écrivain, alors cette fois-ci de textes humoristiques, c'est Woody Allen. Ça, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Alors, les films aussi, mais enfin, bon, on n'en parle pas parce que c'est pas le propos, mais vraiment ses écrits, donc, qui sont moins connus que ses films, évidemment, et qui sont. Où il y a vraiment des chefs-d'œuvre, quoi, où on éclate de rire à longueur de page. Enfin, tout au moins, moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a influencé dans la mesure où c'est pas évident de se dire écrire des textes qui vont faire rire les gens à distance en fait, parce qu'il y a que le texte qui est là, quoi. La personne lit, et pour arriver à rire, faut vraiment, enfin, il y a un mécanisme qui se passe, qui est particulier, parce que on part un peu tout nu, quoi, juste avec les mots. Alors qu'un acteur, bon, on peut rajouter avec le jeu de l'acteur, ils ont plus d'armes, quoi. Alors que le texte seul, c'est pas gagné d'avance, quoi. J'étais admiratif de ça, de Woody Allen, par rapport à ses textes. Merci beaucoup de parler de textes et d'acteurs, puisque je voulais justement maintenant présenter un autre de vos livres, beaucoup plus léger dans ses ambitions cette fois-ci, qui exploite une autre forme d'humour, plus accessible, à la limite du potage parfois, il faut bien le dire, et absolument sans pitié aucune. Il s'agit de Chloé face à son miroir. Alors, Chloé est une jeune femme de 35 ans qui tient un monologue, seule face à son miroir, et qui s'interroge sur son existence de femme célibataire, qui aimerait bien trouver un père à ses futurs enfants, le tic-tac de l'horloge biologique se faisant entendre. Et elle nous livre son regard sur la vie et les relations humaines à travers ce qu'elle en connaît par ses propres expériences. Ce texte a été conçu comme un texte d'humoriste, en fait. Oui, c'est pastiche de One Man Show, avec tous les petits trucs qu'il peut y avoir dans les One Man Show. Ça a été assez intéressant à ce niveau-là, voilà, d'essayer de coller au style, quoi. Tout en essayant d'écrire, malgré tout, pas de tout baser sur des choses qui sont purement visuelles, parce qu'à ce moment-là, on met des didascalies sans fin, en disant, avec des scènes de mimes, etc. C'est plus de l'écriture, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de provoquer le rire juste par le dialogue. Enfin, le monologue, du coup. Ce thème de la femme célibataire qui se veut franchement grande gueule, mais qui au fond a aussi son côté midinette, qui s'inquiète beaucoup sur son devenir amoureux, est un thème qui est fréquemment visité par nos grandes humoristes françaises depuis les années 90-2000, et qui a pour ancêtre le fameux journal de Bridget Jones. C'est ce que vous avez voulu pasticher ? Oh, ben, c'était un peu, enfin, en 2007, c'était encore très tendance. D'ailleurs, ça l'est toujours, même si il y a eu des ramifications dans tous les sens. C'est carrément un domaine entier de la littérature, quoi. Après, ça s'est codifié complètement, et bon, c'est un peu rigide, quoi. C'est un peu vain, faut dire aussi. Mais dès le départ, c'était assez amusant, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu dans cet esprit-là. Ou alors les films avec Bridget Jones. Je me suis amusé à faire un truc un peu à la manière d'eux, quoi. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, contrairement à l'aquaboniste, et voilà, qui était beaucoup plus facile à écrire, c'est sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est que Chloé est une femme et elle s'exprime à travers la plume d'un homme. Et cela ne se ressent absolument pas. Alors, est-ce que vous avez une part féminine particulièrement développée, ou est-ce que vous avez été bien conseillé, ou vous avez bien observé votre entourage féminin et du coup acquis une connaissance précise de ce qui peut se passer dans la tête d'une femme ?
Ouais, à l'époque, j'avais une amie qui me faisait beaucoup rire avec ses histoires, quoi. Elle m'a beaucoup inspiré sur. Je vais pas voler des choses, toujours. Faut être prudent. Je vais rien voler du tout, mais je m'en suis inspiré sur les points de départ des situations et toute la thématique en fait qui était sa thématique à elle en fait, ses inquiétudes. Voilà, c'est vrai que ça a été le point de départ. Donc une excellente influence. Non, mais c'est vrai dans la mesure où elle me faisait rire, je me suis dit, bah, il faut en faire quelque chose. Il y a de quoi faire rire d'autres personnes, quoi. Pourquoi être égoïste et être seulement deux à rire? Eh bien, d'une part, grâce à cet ami, il n'y a aucune fausse note dans Chloé face à son miroir. Et d'autre part, nous allons avoir la preuve tout de suite que vous n'êtes pas égoïste. Et là, je suis en train de faire une transition fabuleuse vers le prochain morceau que nous allons écouter, lui aussi de votre composition, et qui s'appelle La fausse note. Pourquoi? Parce que il y a une petite fausse note qui se balade quelque part et que vous avez eu la flemme de supprimer, m'avez-vous dit. Et à propos de votre générosité, une bonne surprise pour nos auditeurs qui ont l'oreille fine, puisque les 10 premiers qui trouveront à quel moment s'est glissée cette fausse note gagneront un de vos livres, celui de leur choix. Et pour savoir comment participer, il suffira de retourner sur le podcast du Tremplin des auteurs, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Voilà, pour l'instant, la fausse note. Écoutez bien. Aloysius Chabosso, ce texte, Chloé, a une histoire un peu curieuse puisqu'en fait il a été connu et joué alors même qu'il n'était pas publié encore. Non, il n'a pas été publié. En fait, je l'avais mis sur un site de théâtre pour des troupes ou des acteurs qui auraient voulu le reprendre, ce qui s'est produit d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc ça a été joué, je sais pas combien de fois, parce que les gens ne disent pas toujours, en fait. Il y a certains qui sont très soucieux de ça et qui me disaient, voilà, il y a telle représentation, etc. Mais
Il y en a pas mal. De toute façon, avec Internet, non, c'est assez facile. Il suffit de taper le nom, puis on tombe sur les représentations. Et c'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre. Donc moi, j'étais content parce que bah, voilà, c'est toujours bien de faire vivre un texte. Puis ça veut dire que ça a plu. De là à le monter, à apprendre par cœur ces pages pour les restituer. J'étais assez flatté, forcément, hein. Mais bon, ça n'a pas été publié. C'est en fait quand je suis arrivé sur Amazon, donc je me suis dit, bah tiens, je vais le publier, pourquoi pas. Euh, ça peut être tout à fait lisible comme ça, en dehors d'une scène de théâtre, quoi. Et j'ai eu pas mal de commentaires dessus, des gens qui, globalement, étaient assez contents de leur lecture. Donc c'est bien, ça m'a rassuré dans la mesure où il n'y a pas spécialement... Enfin, c'est bien avec une actrice, évidemment, mais sans actrice, ça fonctionne aussi. Donc, pour avoir lu des retranscriptions de one-man show comme ça, il y a certains textes qui passent pas du tout l'écrit. C'est-à-dire que ça marche que avec le comédien. On rit en voyant le comédien, on lit le texte et on a perdu tout le sel de ce qui se passait sur scène. Donc là, visiblement, bon, ben, les gens qui l'ont lu, tout au moins, ont été contents. Je suis content aussi. Chloé est un personnage qui, comme beaucoup de femmes, il faut le reconnaître, est bien gentille, mais assez caustique, et qui a un regard sur le monde pas toujours très tendre, à tel point que les actrices qui ont repris ce spectacle en ont supprimé quelques extraits. Il y a eu de la censure exercée, c'est ça? Oui, oui, il y a eu de la censure, oui, oui, absolument. Il y a tout le sketch sur la maison de retraite qui a été à chaque fois d'ailleurs, hein, mais voilà, peut-être que les gens n'avaient pas envie enfin, trouvaient ça choquant, alors que moi je trouve pas ça choquant particulièrement. Enfin, après chacun a son niveau de voilà où il se retrouve un petit peu gêné, mais moi ça m'a pas étonné non plus, hein, cela dit. Donc je m'étais bien amusé à l'écrire justement ce sketch. Je trouvais ça dommage dans la mesure où ben, déjà ça enlevait de l'intérêt à la pièce, mais voilà, c'est comme ça. Mhm, tout à fait. Bon, alors, quand j'ai choisi l'extrait que je lirai à la fin de l'émission, j'ai failli prendre celui-ci sur la maison de retraite, et j'ai aussi hésité sur une analyse de texte que vous faites de la chanson de Joe Dassin, L'été indien, qui est une analyse impitoyable. Mais en fin de compte, j'ai choisi autre chose en me disant, somme toute, que les lecteurs qui en seront curieux n'auront qu'à lire Chloé face à son miroir. Alors, en matière de pastiche, Chloé n'est pas votre dernier méfait en date, et vous avez commis autre chose sous le titre 50 nuances de glauque, qui fait référence à 50 nuances de gré, qui a fait beaucoup parler de lui l'an dernier. Oui, alors oui, ça c'est bah, ça a un an déjà. En fait, j'ai commencé à écrire ça avant avant la sortie en France du succès annoncé, en fait, hein, parce qu'on savait déjà à l'avance que ça allait se vendre comme des petits pains. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de partir de ce roman-là, mais sans en connaître grand-chose, en fait, sans l'avoir lu vraiment. D'ailleurs, j'ai lu le premier chapitre en anglais qui était disponible à l'époque. Et j'ai lu des résumés détaillés chapitre par chapitre également. Donc après, moi j'en ai fait une autre histoire. Évidemment, ça n'a rien à voir. C'est même lisible par des enfants d'ailleurs. C'est dire si ça s'éloigne de l'original. Et voilà, donc je me suis bien amusé à faire ça. C'est le titre qui marche le mieux de tout ce que j'ai publié parce que je pense que les gens font des recherches. Quand ils tombent dessus, ils disent tiens, pourquoi pas. Donc, puis moi, les critiques sont plutôt bonnes. Euh, donc voilà, mais ça c'est de la vie, enfin c'est de l'actualité un petit peu vieillie quoi. Là, j'ai plus vraiment d'actualité en fait. Bon, comment ça, vous n'avez plus d'actualité? Vous allez sortir un bouquin là qui va d'ailleurs être en promotion sur Amazon ce week-end. Vous me racontez n'importe quoi? Donc moi, je viens de sortir il y a quoi, peu importe, il y a un mois ou deux, un ouvrage qui s'appelle Bienvenue sur Terre, où je propose en fait alors là c'est un peu surréaliste, mais je propose aux bébés donc, qui arrivent sur Terre sans aucune connaissance forcément, puisqu'ils ont tout à apprendre, un guide qui leur permet d'apprendre le fonctionnement de notre société beaucoup plus rapidement et d'avoir des armes pour s'y frayer, quoi.
Mais voilà, ça me permet de passer en revue absolument tous les domaines qui m'intéressent, quoi. Enfin, de la société, que ce soit les vacances, le sport, la politique, la religion. Voilà, je présente les choses à ma façon, évidemment. Enfin, c'est du second degré. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser. Non, je pense pas que c'était nécessaire. Alors, pour les lecteurs qui justement voudraient découvrir votre façon de voir, ils auront l'occasion de le faire ce week-end, puisqu'ils pourront télécharger gratuitement Bienvenue sur Terre à partir de la boutique Kindle d'Amazon. Mais pour avoir plus de détails, j'invite les auditeurs à se rendre sur le podcast de l'émission, donc sur radiolézard.fr, et aussi sur la page Facebook Le Tremplin des Auteurs, ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom. Donc 3 points de rendez-vous pour retrouver Aloysius Chaboseau et réécouter cette demi-heure que nous avons passée ensemble. Vous y trouverez aussi en bonus un diaporama de ses dessins, puisque Monsieur Chaboseau est aussi dessinateur, et oui. Et puis, bien sûr, tous les détails pour participer au jeu concours de la fausse note et comment faire pour gagner le livre de votre choix. Vous pouvez donc réécouter l'émission, réécouter le morceau de musique, faire bien attention et me dire à quel moment exact, minute et seconde, se situe la fausse note. Voilà. Et puis à présent, je vais lire un extrait de Chloé face à son miroir. Merci beaucoup et à bientôt sur le tremplin des auteurs. Il paraît que les parents ont une grande influence dans notre vie sentimentale. Par exemple, si un enfant voit que ses parents sont amoureux, enfin réciproquement, pas séparément, bien, l'enfant aura une vie affective équilibrée. C'est Sarah qui me l'a dit. Elle est passionnée par la psychologie. Elle a lu Gérard Miller. Et elle regarde Mireille Dumas alors que ça passe très tard à la télé. Elle en veut, quoi. Ça m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai réalisé. Il est possible que des parents soient amoureux. Eh oui, statistiquement, c'est envisageable. Comme il est statistiquement envisageable que dans l'immensité du cosmos intergalactique, il existe en dehors de la Terre une autre planète habitée. Bon, j'exagère un peu, d'accord. Mais il faut dire que j'ai un peu de mal à être objective. Ma mère mesure 1,75 m. Mon père, 1,60 m. Ma mère est taillée comme une nageuse biélorusse qu'aurait pas mis les pieds dans une piscine depuis 20 ans. Et mon père, on dirait un petit rat de l'opéra avec une moustache. Question physique, c'est ce qu'on appelle un couple mal assorti. Ma mère considère que tout ce qu'elle dit est l'exacte vérité et occupe son temps à aboyer. Mon père passe ses journées à se demander quand on va enfin mettre au point un collier à la moutarde pour femme. Des fois, je me demande comment ces deux-là ont pu me fabriquer. Ça a dû se faire par inadvertance. Un soir d'orage, mon père a pris peur, il a sauté au cou de ma mère et hop, 9 mois après, j'arrivais. J'en profite d'ailleurs pour remercier solennellement l'orage qui m'a permis d'être là ce soir. Tout ça n'est pas très poétique, j'en conviens. Mais vous savez ce qu'a dit le poète ? S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Eh bien, dans ce cas, mes parents s'aiment beaucoup. Je peux même dire à quel moment. C'est très précis. Tous les soirs, à partir de 20h30, même quand il n'y a rien à la télé. La télé, c'est vraiment le ciment du couple. Un ciment à prise rapide. Au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien qui bouge dans le canapé. À part la main de ma mère crispée sur la télécommande. Elle passe d'une chaîne à l'autre à la vitesse de l'éclair. Du coup, mon père, il essaye de bien comprendre ce que fabrique Michel Sardou dans un reportage sur l'Afghanistan, pourquoi une femme qui a décidé de maigrir se permet d'intervenir dans Basic Instinct, mais bon, c'est un vrai tourbillon, alors il s'endort. Ma mère zappe tellement qu'on voit plus les chiffres sur les boutons de la télécommande. Sauf le 5. Celui-là, il est comme neuf. Jamais servi.